Le monde ne se construit pas uniquement sur des faits. Les histoires ont façonné vos croyances plus que vous ne le pensez. Mais que se passe-t-il si les mythes auxquels vous vous fiez ne vous disent pas toute la vérité? Et si la logique sur laquelle vous vous appuyez n'était pas aussi rationnelle que vous le croyez? Ce soir, nous découvrons la bataille antique entre mythos et logos, et pourquoi elle contrôle encore la façon dont vous voyez le monde aujourd'hui. Imaginez la Grèce antique, où les dieux n'étaient pas seulement des histoires pour enfants, mais de véritables chefs cosmiques, gérant tout dans les moindres détails. Si vous éternuiez, ce n'était pas à cause d'allergie, c'était Zeus qui décidait de votre destin. Mythos régissait tout, des orages, Zeus piquant une crise, au changement de saison, la bataille acharnée pour la garde de Perséphone. Ces mythes n'étaient pas que des contes amusants. Ils expliquaient l'existence, unissaient les communautés et justifiaient les traditions. Les rituels, les sacrifices et les festivals n'étaient pas que pour le spectacle. Ils étaient le ciment social, garantissant l'ordre cosmique et empêchant les dieux de transformer l'humanité en un récit édifiant. Pendant des siècles, ces histoires ont été acceptées comme des vérités incontestables, transmises de génération en génération à travers les traditions poétiques et littéraires. Mais ensuite, aux alentours du VIe siècle avant J.C., quelques penseurs se sont dit « Eh, peut-être que l'univers n'est pas dirigé par des reines du drame immortel. » Voici Logos, la naissance de l'enquête rationnelle. Des philosophes comme Thalès ont proposé que la réalité n'était pas façonnée par les sautes d'humeur divine, mais par des éléments naturels, l'eau, l'air, le mystérieux apeiron, en gros de la pâte à modeler cosmique. Anaximène pensait que tout était fait d'air, tandis qu'Anaximandre suggérait une substance infinie et illimitée sous-jacente à toute chose. Cela peut paraître basique maintenant, mais à l'époque, remettre en question les dieux, c'était comme remettre en question le Wi-Fi, ça maintenait la civilisation. À mesure que les cités-États grecs ou polais évoluaient, les débats intellectuels fleurissaient, alimentés par le commerce, la démocratie et un désir croissant de comprendre le monde au-delà des explications surnaturelles. Logos n'était pas seulement une question de philosophie, il était lié au changement politique et social. Si les gens pouvaient débattre des politiques gouvernementales, pourquoi ne pas débattre des forces à l'origine de la réalité? La société passait de « Zeus l'a fait » à « analysons cela logiquement ». Avançons rapidement jusqu'à Socrate, Platon et Aristote, les fauteurs de troubles intellectuels ultimes. Socrate a tout remis en question jusqu'à ce qu'Athènes en ait tellement assez qu'ils l'ont forcé à boire du poison. Au lieu d'accepter les mythes au pied de la lettre, il a poussé les gens à examiner leurs croyances par un questionnement incessant, une méthode si efficace et agaçante qu'elle lui a valu d'être exécuté. Son élève Platon a adopté une approche différente. Il utilisait encore des mythes, mais comme allégorie, comme sa célèbre allégorie de la caverne, qui soutenait que nos perceptions ne sont que les ombres d'une réalité plus profonde. Il a également développé la théorie des formes, affirmant que la vraie connaissance vient de la contemplation d'idéaux abstraits, plutôt que de faire confiance à nos sens peu fiables. Puis vint Aristote, l'élève de Platon, qui a dit en gros « Belles idées, mais observons réellement le monde ». Il préférait une approche empirique et pratique, étudiant tout, de la biologie à la politique. Il a catégorisé les connaissances, formulé des principes logiques et jeté les bases de la pensée scientifique. Son influence s'est étendue bien au-delà de la Grèce, façonnant la pensée islamique et occidentale médiévale pendant des siècles. Bien que Socrate, Platon et Aristote aient chacun leur propre méthode, ils ont collectivement cimenté Logos comme la force intellectuelle dominante, détournant la pensée occidentale des explications fondées sur les mythes. Mais Mythos n'a pas disparu. Il s'est adapté. Même Platon, malgré sa défense de l'enquête rationnelle, a encore tissé des mythes dans ses œuvres, leur donnant une nouvelle profondeur philosophique. Aristote, tout en rejetant les interventions divines, a reconnu le pouvoir des mythes dans le façonnement de la culture et de la psychologie humaine. Pendant ce temps, Rome a pris la philosophie grecque et l'a adoptée. Des penseurs comme Cicéron, Sénèque et Lucrèce ont exploré le stoïcisme, l'épicurisme et le scepticisme, fusionnant la pensée rationnelle avec la gouvernance pratique. Le De Rerum Natura de Lucrèce
a même repris l'atomisme grec et l'a utilisé pour affirmer que l'univers fonctionnait sans supervision divine, une affirmation assez radicale à l'époque. Les Romains ne pensaient pas à la philosophie juste pour le plaisir. Ils l'ont appliquée au droit, à l'éthique et à la politique. Le discours rationnel est devenu un outil pour structurer le gouvernement, façonner les politiques et justifier le régime impérial. En bref, Logos ne concernait pas seulement la compréhension de la nature, mais aussi la structuration de la civilisation elle-même. Puis vint l'un des rebondissements les plus intéressants de la saga Mythos contre Logos. La fusion du christianisme primitif avec la philosophie grecque. L'évangile de Jean commence par une phrase frappante. Au commencement était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos était Dieu. Soudain, Logos n'était plus seulement une question d'enquête rationnelle, il était divin. Cette synthèse entre le rationalisme grec et la théologie juive a contribué à façonner la doctrine chrétienne, en particulier grâce à des penseurs comme saint Augustin et plus tard Thomas d'Aquin, qui ont fusionné les idées platoniciennes et aristotéliciennes avec les enseignements religieux. Le christianisme n'a pas rejeté Logos, il l'a absorbé, intégrant la raison dans la théologie et garantissant que le discours rationnel se poursuivait dans les cadres religieux. Ce tiraillement permanent entre mythos et logos a jeté les bases des révolutions intellectuelles ultérieures, de la révolution scientifique aux Lumières. Les méthodologies développées par les penseurs grecs et romains de l'Antiquité sont devenues l'épine dorsale de la science, de l'éthique et de la théorie politique moderne. Mais voilà le truc. Mythos n'a jamais vraiment disparu. Même dans le monde d'aujourd'hui, les mythes façonnent encore la politique, la culture et la psychologie. Les superstitions, les théories du complot et les grands récits continuent d'influencer la façon dont les gens voient de la réalité, tandis que la recherche scientifique continue de repousser les limites de la connaissance. Au fond, l'histoire de Mythos et Logos ne consiste pas à remplacer l'un par l'autre, mais à évoluer. Mythos a fourni à l'humanité primitive un moyen de comprendre l'existence, et Logos a affiné ses compréhensions, les remettant en question et les élargissant. La bataille entre ces deux modes de pensée n'est pas terminée, elle a juste changé de forme. Et honnêtement, elle ne finira probablement jamais. Alors, Mythos n'était-il que de la superstition antique, ou a-t-il encore sa place dans notre compréhension de la réalité? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Qu'en pensez-vous? Soutenez-nous en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.